bienvenue dans ce 10e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence pour poser vos questions sous le post concerné. Ce mois-ci, Héloïse Junier, psychologue clinicienne, aborde le thème de la transition entre la maison, la garde d'enfants et l'école. Que ce soit en crèche, chez la nounou ou à l'école, confier son enfant à une tierce personne peut souvent être délicat. Beaucoup d'angoisse, d'incompréhension et de culpabilité sont ressentis par les parents. Dans cet épisode, nous abordons les questions qu'il faut poser aux professionnels de la petite enfance lors de l'adaptation, comment réagir quand on a eu une mauvaise expérience lorsque l'on a confié son enfant. Nous parlons également des besoins de socialisation des enfants et surtout à partir de quels âges. Nous évoquons les questions liées à la rentrée scolaire et aux apprentissages à l'école, mais aussi les déménagements, l'angoisse de la séparation et tout un tas d'autres questions. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Héloïse. Salut Clémentine. Je suis ravie de refaire un épisode avec toi en face à face. Oui. Ça fait très longtemps. Et en plus chez toi du coup. Et en plus chez moi, c'est vrai. Alors on est là pour faire un hors-série spécial adaptation, accueil, transition vers l'école, sujet ô combien important qui tracasse et qui angoisse beaucoup les parents, et ce que je comprends très bien. Donc j'ai une première question, on va y aller je pense assez graduellement avec les questions. Est-ce qu'une mauvaise expérience chez une nounou pour un bébé de 3 mois peut avoir des conséquences à long terme ? Elle l'a laissé pleurer sous prétexte qu'il finirait par s'endormir. J'ai stoppé le contrat au bout de 3 jours. Non, déjà la bonne chose c'est d'avoir stoppé le contrat, effectivement. Quand on sent pas la nounou, il faut vraiment arrêter le contrat et l'accueil de l'enfant. Alors on sait, alors c'est pas forcément rassurant ce que je vais raconter, mais on sait en fait que l'expérience précoce, donc le bébé vit dans les premiers temps de sa vie, les premières années de sa vie, mais plus il est jeune, plus ça a de l'impact, va avoir de l'impact effectivement sur du long terme. Le grand paradoxe, c'est que l'enfant ne se souvient pas de ces événements-là, pas avant 3-4 ans, la vraie mémoire arrive vers l'âge de 3-4 ans, mais son corps, en fait son cerveau a été structuré sur la base des expériences les plus quotidiennes qu'il vit dans cette tranche d'âge-là. Donc c'est assez paradoxal, donc effectivement il faut faire attention à qui on confie son enfant. Et on sait en fait que c'est la répétition qui est nocive. C'est-à-dire que si l'asthmate ou si la crèche, alors je sais que c'est hyper anxiogène ce que je vais dire, mais si effectivement la personne à qui vous confiez votre bébé ou votre jeune enfant laisse pleurer régulièrement votre enfant, on sait que ça peut avoir un impact effectivement sur le long terme quand c'est répété. Alors c'est pas genre crier sur ton enfant une fois de temps en temps qui est grave ou laisser pleurer une fois de temps en temps, c'est vraiment la répétition qui va être nocive et qui va s'intégrer en fait dans la structuration cérébrale du petit. Donc là ça va, c'est 3 jours. Donc là effectivement, alors là effectivement c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avant 3 jours, il y a pas de souci, c'est juste anecdotique. Il y a pas de traumatisme, il y a pas de 3 jours, c'est peu. Mais effectivement, s'il était resté 3 ans par exemple chez une asthmate qui laissait pleurer tous les jours pour s'endormir, ouais, ça aurait été plus problématique, je pense. Non, mais c'est bien de l'avoir en tête, de se dire ok, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, on a tout de suite pris la mesure des choses et on a stoppé, donc super réflexe effectivement. Mais vraiment quand on ne sent pas l'asthmate, il faut pas, après on n'a pas forcément le choix, tu vas me dire, mais quand on sent pas la personne à qui on confie son enfant, faut vraiment d'autant plus se poser la question d'arrêter le contrat. Oui, il y a pas de honte à remettre en question, mais c'est dur, faut rebondir, mais c'est super dur. J'ai vu beaucoup de questions là-dessus pour dire comment énormément, énormément. Ouais. C'est vrai. Alors, deuxième question. Super, je suis en plein doute aussi. Je cherche une assistante maternelle pour garder ma fille à partir du 15 mars et c'est un bébé allaité, jamais un biberon et elle ne s'endort qu'au sein. Toutes celles que j'ai vues me demandent de l'habituer à faire la sieste seule, de la laisser pleurer. Est-ce vraiment ça la méthode ? Est-ce qu'un bébé ne peut pas faire la différence entre la maison et la nounou, dormir seule chez elle et dans mes bras avec moi ? Eh oui, alors très bonne question, c'est marrant parce qu'il y a la réponse dans la question. Alors effectivement, alors souvent d'ailleurs c'est marrant parce que les parents qui pratiquent le maternage proximal, ils sont assez, chez les professionnels, que ce soit les asthmates ou en crèche, ça leur fait assez peur parce qu'ils se disent voilà, l'enfant il est endormi au sein de la maison, va jamais s'en sortir à la crèche ou chez l'asthmate, et souvent c'est vraiment une problématique qui revient souvent. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai fait un podcast cette semaine pour la petite enfance où il y avait justement une professionnelle qui me posait la question du voilà, une maman avec allaitement, endormissement au sein arrive, qu'est-ce que je fais ? Elle était en panique et ça revient très souvent.
C'est bien parce que la panique est des deux côtés. Ouais, la panique est des deux côtés en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues des deux côtés finalement. Enfin, ce qui est pas mal de prendre en considération, c'est que l'enfant, il est plus flexible que nous, il est plus adaptatif que nous, et effectivement, il fait assez bien la différence rapidement entre le lieu d'accueil et le domicile. C'est-à-dire qu'on peut très bien dormir l'enfant au sein, et c'est très bien, et on continue jusqu'à ce que vous ayez plus envie vous-même ou votre enfant, mais ça va pas forcément impacter l'accueil de l'enfant en collectivité ou alors chez la SMAT. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que si la professionnelle ASMAT prend le temps en fait, de ritualiser l'endormissement, c'est-à-dire que chaque fois, à chaque endormissement, elle répète les mêmes rituels dans le même ordre, avec le même enchaînement, ça va permettre au cerveau du petit enfant d'anticiper ce qui va arriver juste après. Et du coup, quel que soit l'endormissement, sain, pas sain, contine, pas contine, turbulette, pas turbulette, dans tous les cas, comme son cerveau pourra anticiper la chose, il va pouvoir facilement après se sécuriser et s'endormir plus facilement également. Donc il y a juste un travail de ritualisation de l'endormissement qui doit être fait par la professionnelle, sans idée reçue, sans stress, parce que sinon elle va paniquer. Et ça, normalement, ça se passe bien. Et effectivement, les enfants font très rapidement après la différence lieu d'accueil. Et heureusement d'ailleurs. Sinon, enfin, tous seraient en panique. Mais donc, du coup, dans sa question où on lui demande de déjà l'habituer, elle, à faire la sieste seule, non, en fait. Alors, du coup, non, pas du tout. Enfin, il faut vraiment qu'elle continue son maternage proximal, d'endormir l'enfant au sein si elle le souhaite, de faire, effectivement, ne pas laisser pleurer l'enfant, bien évidemment, de faire tout comme elle fait habituellement, comme elle le sent, selon son instinct, vraiment. Il n'y a aucune obligation, en fait, à sevrer l'enfant avant la crèche ou la SMAT, ou à mettre de la distance entre soi et l'enfant, surtout pas. Et c'est-à-dire, c'est souvent ce qui est conseillé par la crèche, des fois, ou la SMAT avant de commencer l'accueil, parce qu'elles ont tellement peur, les pros, qu'elles se disent « Oh là là, faut qu'on mette un terme à ça ». En fait, non, pas du tout. On continue son maternage comme on le sent, comme on le vit, et après, au professionnel de s'adapter. Et elle s'adapte très bien. Et l'enfant encore plus que nous, d'ailleurs. Donc surtout, non, on laisse pas pleurer l'enfant, on l'habitue pas avec des choses comme ça, un peu délétères. Non, c'est ça, en fait, c'est de l'idée de on change pas sa routine surtout pour pas pouvoir l'habituer non, c'est à trop la dur. crèche. C'est l'inverse, c'est la crèche qui doit effectivement la garde qui doit s'adapter à nous. Ben oui, complètement. Celui d'accueil s'adapter à nous, ouais, tout à fait. Et pas l'inverse. Et ça, faut rappeler aussi aux professionnels, parce que des fois, elle l'oublie. Et je le rappelle bien souvent, ouais. Ouais, complètement. Alors, question 3. Bonjour, je fais l'intégration de ma fille à la crèche cette semaine et je n'arrête pas de pleurer. Le fait de ne pas être à ses côtés et de veiller sur elle, c'est trop dur. Comment arrêter de culpabiliser et d'avoir le sentiment de l'abandonner ? Merci. Alors c'est vrai que c'est émouvant parce que j'ai choisi cette question parce qu'elle m'a beaucoup émue. Je pense que c'est tout reconnu en tant que parent quand on confie son enfant une première fois à des inconnus, parce que c'est des inconnus, on a tendance à pleurer beaucoup ou à se sentir pas bien, coupable. Alors déjà, je trouve ça plutôt sain comme réaction, plutôt naturel et plutôt sain, parce qu'en fait ça montre bien que déjà le fait de confier son bébé, c'est pas très naturel en fait. Vous voyez, le fait d'envoyer les mamans au travail sitôt ou les papas et de confier son bébé à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on est la seule espèce mammifère à le faire. Et dans le monde, on doit être l'une des seules cultures à le faire aussi. Ça montre bien qu'il y a que c'est pas naturel. Donc c'est normal que ça crée une tension et que ça crée une manifestation de pleurs ou de sentiments un peu désagréables de la maman. Après, je pense que ce qui peut aider vraiment, alors je pense que c'est le cas d'une crèche, c'est ça ? Oui. Ouais. Ce qui peut aider, je pense, qui peut vous aider à mieux vivre la chose, c'est d'observer le plus longtemps possible les pros s'occuper des enfants. Parce que plus on a une vision en fait réelle de ce qui se passe quand on n'est pas là, plus le parent se rassure généralement et moins on a du mal en fait à quitter notre enfant. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand on n'arrive pas en fait à savoir ce qui se passe quand on n'est pas là. Et ça, c'est le pire. Alors que quand le parent reste longtemps dans la structure, peut-être 2 heures par jour, les premiers temps d'adaptation, on a vraiment le temps de connaître les êtres humains, en fait, c'est que notre enfant, ça facilite vraiment les choses pour le détachement. Après, en période de Covid, je sais que certaines crèches, c'est catastrophique, mais limite largement le temps d'adaptation des parents au sein de la structure. Et là, ça crée des difficultés monstrueuses en termes d'adaptation du parent. Pas que de l'enfant, mais du parent aussi. Donc à voir comment la crèche accueille aussi le parent sur le site. Donc en fait, si on n'est pas en temps de Covid, on peut demander à une structure de pouvoir vraiment passer un long temps la première semaine pour pouvoir observer et être présent. Logiquement, ils n'ont pas le droit de dire non. Ils n'ont pas le droit de dire non. Après, généralement, c'est marrant parce que la présence des parents peuvent gêner parfois les professionnels. Elles se sentent un peu jugées, pour avoir fait beaucoup de crèches, un peu observées. Mais c'est aussi ce moment-là, en fait, où vous créez du lien humain. Et elles s'investiront peut-être aussi plus avec votre enfant et vous aurez plus de confiance si vous avez créé ce lien humain entre vous. D'accord.
Alors juste aussi un point qui est important aussi, c'est bien de... On dit souvent que les enfants sont des éponges, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent, mais un peu de manière non fondée. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, les enfants, les bébés, surtout en adaptation, vont énormément observer notre communication non verbale. Et effectivement, si on sent que le parent ou le professionnel a une gestuelle plus nerveuse, plus impulsive, a des sourires qui sont peut-être moins francs, a une voix qui est plus, voilà, qui est plus sèche, parce que forcément, quand on stresse, on a tout le non-verbal qui est manifesté, ça peut aussi impacter effectivement l'émotion de l'enfant. Donc ce qui est bien, c'est de faire ce travail-là, entre guillemets, hein, de prendre son enfant, de lui parler naturellement de ce qui se passe en fait. Voilà, en ce moment, je me sens pas bien parce que tu vas à la crèche, parce que je me sens coupable, parce que je dois travailler, parce que je vais avoir peut-être des fois plus d'heures par jour mes collègues que toi, et ça c'est quelque chose qui me paraît complètement pas naturel. Donc on parle librement à l'enfant, et si on a besoin de pleurer, on pleure, et c'est bien de pouvoir lâcher les choses. Et aussi, il y a quelque chose un conseil que j'ai donné une fois à une maman, donc c'était pareil, c'était très compliqué pour elle l'adaptation, et j'ai conseillé de marquer par écrit sur un petit carnet tout ce qui lui passait par la tête, toutes les émotions qu'elle pouvait traverser pendant cette période vraiment difficile de sa vie. Et ce carnet était destiné à sa fille quand elle aurait 10, 11, 12 ans, quand elle serait en âge de pouvoir le lire. Et je disais, dites-lui tout ce que vous ressentez maintenant et dites-vous qu'elle le lira un jour ou l'autre. Et là, même quand elle avait tout mis par écrit, ça avait pris des heures et des heures, elle avait énormément pleuré, et elle m'avait dit que ça lui avait fait vraiment un bien fou. Et ce carnet, elle le gardait pour tous les moments où elle avait un pépin avec sa fille, quand Charles ne mangeait pas, elle lui disait, voilà, tu manges pas, ça m'énerve, je me sens pas bien, je me sens impuissante. Et du coup, un jour, elle le lira, et c'est thérapeutique, ça lui a fait du bien. Ah, mais c'est sûr. Et est-ce que aussi, ce que dit la maman, là, elle dit comment arrêter de culpabiliser et le sentiment de l'abandonner. C'est fort comme mot. Ouais, c'est pas l'abandon du tout. C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent dans la bouche des parents, mais papa aussi, qui laissent leur enfant en crèche ou chez Asmat. C'est pas de l'abandon, vous le laissez pas sur le trottoir, effectivement. Vous la confiez à une structure en qui vous avez quand même un minimum de confiance, et c'est pas n'importe qui, c'est des personnes qui ont l'habitude et avec qui vous êtes en train de créer un lien humain. Donc c'est pas du tout de l'abandon. Et c'est vrai que souvent c'est un terme qui revient et qui, je trouve à mon sens, est quand même complètement disproportionné, parce que c'est pas d'abandon du tout. C'est juste qu'on confie notre enfant à un inconnu. Et c'est le côté inconnu aussi qui fait peur, je pense. Oui, qui génère cette sensation de l'abandon. C'est ça, qui génère cette sensation de l'abandon, ouais. Que ce serait une tata, c'est pas pareil en fait. Oui, non, ou les grands-parents. Ouais, pourtant c'est pareil, on confie ton enfant à quelqu'un. Mais il y a peut-être moins ce sentiment d'abandon, on reste dans la famille. Ouais, on reste dans la famille, ouais. Alors, 4e question. Des astuces pour contrebalancer les apprentissages à l'école qui ne sont pas vraiment en accord avec nos valeurs à la maison. Exemple, études de compte classiques qui peuvent faire émerger des peurs, punitions, chantage, etc. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que en tant que maman d'une petite fille qui est à l'école, c'est vrai que ce que je me dis aussi, c'est qu'on voit les contes classiques sont complètement intégrés à l'apprentissage. Ouais, très tradit quoi. Et la tradition n'est pas forcément au service des enfants en fait. Et l'éducation plus positive, ouais, c'est vrai. Alors après, c'est vrai que c'est qu'un début, parce que finalement, dans toute la vie de l'enfant, ça commence tout juste. Dans toute la vie de l'enfant, de notre éducation, en tout cas celle qu'on donne à notre enfant, sera sans arrêt parasitée par le monde extérieur. Et là, c'est juste une toute petite partie émergente, mais toute notre vie, on va avoir des instituts qui sont pas les mêmes valeurs que nous, on va avoir des enfants, des copains de classe qui n'auront pas forcément les mêmes valeurs que nous aussi. Donc, dans tous les cas, notre éducation va être forcément parasitée ou changée, modifiée, impactée par l'éducation extérieure. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on en fasse aussi le deuil, il faut qu'on l'accepte en fait, parce que c'est quelque chose qui va venir toute la vie. On ne peut pas mettre notre enfant sous cloche et le garder comme ça toute une vie. Vous voyez, c'est un exemple personnel, mais ma fille n'a pas regardé la télévision de sa petite enfance, et la première fois qu'elle regardait la télévision, c'était à l'école, et elle avait 4 ans. Et c'est marrant parce que ce moment-là m'a marqué, j'avais même fait un cauchemar le soir même. Et quand elle m'a dit, j'ai regardé Petit Ours Brun à la télévision, c'est bête, on s'en fiche, ça n'a pas du tout impacté sa vie, mais je me suis dit, mince alors, mes valeurs, elles ont été d'un coup, d'un jour ou l'autre, parasitées. Et la première fois qu'elle regardait la télé, c'était pas avec moi, c'était à l'école, c'est pas rien. Et du coup, ça je vous le dis parce que je l'apprends aussi à vivre avec. Et je pense qu'il faut en faire une richesse plus qu'autre chose. Et plus on communique avec notre enfant, plus on parle de nos choix éducatifs. Et pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ce conte tradit ? Et pourquoi est-ce que là, la punition, non, nous, la pratique pas, alors qu'à l'école, elle la pratique. Plus on communique avec l'enfant, plus c'est transparent. Et plus cette pluralité d'éducation peut devenir une richesse plus qu'une contrainte. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est les questionner eux pour leur faire prendre conscience que peut-être c'est pas la toute puissance l'école, et que ce qu'ils enseignent c'est pas forcément en accord avec ce que c'est ça, nous on fait. On peut confronter mais sans être dans le conflit, mais effectivement la maîtresse elle punit, moi je punis pas pour ça, telle et telle raison, parce que je trouve ça pas forcément pédagogique, intéressant pour toi, j'ai une autre pratique, et voilà, chacun ses pratiques, mais c'est vrai que c'est bien de questionner en tout cas, et d'amener l'enfant à ce questionnement là.
Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, je trouve que ça doit être dur de ne pas aller voir la maîtresse ou de dire mais vous faites quoi? Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en même temps? Après, c'est toute la vie comme ça. Non, mais t'as raison. Quand tu mets en perspective, c'est toute la vie. En fait, faut l'accepter. Il faut commencer à comprendre que c'est toute la vie. Mais même les copains de classe, tu peux avoir un copain de ta fille, son parent, il est hyper autoritariste, il va punir son enfant devant ta fille. Tu vois, c'est toute la vie, en fait, on est parasité comme ça. Et c'est vrai que je comprends aussi la démarche des parents qui mettent en instruction en famille. Bah oui. Parce qu'ils veulent contrebalancer ça. Bah oui, complètement. Voilà. Alors là, c'est une raison de plus, effectivement. Ouais. Ils ont envie de mettre ce petit cocon-là éducatif et je le comprends. Et ne pas avoir à gérer un adulte extérieur qui n'est pas en accord avec leurs valeurs. C'est parasitage, ouais. Alors, question 5. Je sais que vous êtes contre l'accueil en structure, Héloïse, de type crèche, car un tout petit n'est pas fait pour sociabiliser. À partir de quel âge peut-on les laisser plus sereinement? 1 an, 2 ans, jamais. J'ai conscience qu'il faut une figure d'attachement unique, mais y a-t-il un moment où la crèche n'est plus la catastrophe? Très bonne question. Oui, alors c'est une bonne question. Alors c'est pas non plus la catastrophe, c'est vrai que je te fais beaucoup d'ennemis en disant que j'étais pas forcément favorable à la crèche avant l'âge de 1 an. C'est pas que je suis contre la crèche, il y a des crèches qui sont super, des micro-crèches qui sont très bien aussi. C'est juste qu'effectivement, j'aime bien nuancer les discours, cette espèce de légende qui dit que la crèche va rendre un enfant plus sociable, que plus on met un enfant en crèche tôt, plus il sera sociable, extraverti, il sera un leader en société. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça qu'on dit quand même dans les domiciles, en fait, voilà, entre nous. Et en fait, donc c'est pas que je suis contre, mais c'est que je suis pas fan. C'est une petite modalité. Et donc déjà, petit 1, c'est vrai que c'est important de préciser que donc, la crèche ne va pas sociabiliser l'enfant. À la base, le petit enfant, c'est un être qui est profondément social, qui est fait très bien câblé pour communiquer avec ses congénères, qui est attiré par les sourires très rapidement après la naissance, donc il a vraiment un câblage qui est fait pour communiquer avec ses petits congénères. Et donc il n'y a pas besoin de la crèche pour quoi que ce soit, pour le sociabiliser. Donc si votre enfant est chez la SMAT, il pourra très bien être sociable, il n'y a aucun souci. Et même s'il n'est pas sociable et s'il est plus introverti, c'est pas grave aussi, il a d'autres qualités, l'analyse, l'autonomie, l'observation, enfin il y a beaucoup d'autres qualités des deux clans aussi. Après, d'un point de vue vraiment développemental, quand on regarde bien la maturation de l'enfant et la maturation de ses compétences aussi un peu socio-émotionnelles, la crèche, disons le mode d'accueil collectif, devient intéressant vers l'âge de 12-18 mois. Vers 18 mois, ça devient vraiment intéressant. 12 mois aussi, parce que c'est le choix que je fais pour mes filles. J'ai pris 12 mois en micro-crèche. 24 mois, c'est bien aussi, mais 6 mois, 4 mois, ça n'a pas d'intérêt. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Ils sont très bien chez la SMAT aussi, ils sont très bien à la maison. À cet âge-là, ils ont tout besoin d'être coucounés, d'être en 1 pour 1 avec l'adulte. En fait, leur cerveau est programmé pour le 1 pour 1. Donc 18 mois après, il faut savoir aussi que le problème des crèches, c'est que c'est aussi pour ça d'ailleurs que ça m'énerve un peu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop d'enfants par pièce. Et en fait, on voit dans les recherches qu'au-delà de... Coucou ? Au-delà du coup de 10-12 enfants ou individus dans un même espace, il y a un niveau de stress individuel qui est important. Et donc du coup, tout le monde stresse plus, adulte comme jeune enfant. Donc voilà, donc on évite... Donc micro-crèche, c'est bien, parce qu'on est à 10-12 par pièce, mais au-delà de la micro-crèche, on est un peu trop. Et du coup, ça crée du stress pour tout le monde, adulte-enfant. Donc on va éviter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'aspect sociabilisation, parce que c'est ça que la question, qui est important. Avant 1 an, n'a pas vraiment d'intérêt pour un enfant, en tout cas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mettre en crèche avant. Non. C'est juste qu'en tout cas, on ne le met pas pour ça. Oui, exactement. On le met pour le faire garder. Oui, c'est ça, évidemment. C'est ça, effectivement. C'est ce qu'il faut pour le rendre plus sociable. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que... Parce que je sais que les modes de garde, c'est très compliqué quand on devient parent, on ne connaît pas tous les modes de garde. Oui. La micro-crèche est parfois plus adaptée, simplement parce qu'ils sont juste beaucoup moins. Ils sont juste beaucoup moins. Voilà. Donc, il y a moins de personnes au mètre carré. Après aussi, ce qui est intéressant aussi, le très bon compromis, ce que je conseille souvent en famille, c'est la crèche familiale, ou ce qu'on appelle aussi le SAF, le service d'accueil familial, où en fait c'est une ASMAT qui travaille à domicile, mais qui est accompagnée d'une équipe éducative, psy, JE, éducatrice de jeunes enfants, infirmière, etc. Donc je trouve que c'est un bon compromis entre la crèche, où il y a un encadrement, et l'ASMAT libérale, où il y a moins d'encadrement. Voilà, je conseille aussi beaucoup aux familles qui sont un peu moins en confiance. Ça peut être un bon entre-deux. Micro-crèche et crèche familiale, c'est ce que généralement je conseille le plus. Okay. Question 6. Préserver chez la nounou et grands-parents depuis bébé,
comment la préparer à l'école. Les autres enfants, préserver un maximum de bienveillance alors qu'on n'a plus un œil, entre guillemets, sur son quotidien. Et comment nous préparer, nous, les parents anxieux, de lâcher notre bébé. Non, c'est une question qui revient aussi très souvent. D'ailleurs, j'ai adoré vos questions parce qu'elles étaient vraiment très chouettes et toutes très, très enrichissantes. Et faire le choix était pas facile. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà lâché votre bébé puisqu'il a déjà été chez la nounou, il me semble. Hein. C'est ça, et chez les grands-parents. Donc le lâchage, je sais pas comment on dit, mais a déjà été fait. C'est marrant parce que je dis ça parce qu'il y a les instituts disent souvent qu'elles distinguent deux groupes d'enfants. Les groupes d'enfants qui n'ont jamais été lâchés, justement, qui n'ont jamais connu autre chose que leur domicile. Et pour eux, c'est plus compliqué. Et les enfants qui ont déjà été confiés aux grands-parents, aux nounous, aux amis, aux babysitters, généralement, ça se passe beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez, le distinguo, c'est pas asthma de crèche collective, c'est ça qui est intéressant, mais c'est vraiment est-ce qu'il a déjà été lâché, je reprends l'expression qui est mignonne, ou pas lâché. Et donc, dans votre cas, il a déjà été lâché, donc il n'y a pas d'appréhension à avoir. Après, effectivement, quand l'enfant passe de la nounou ou de la crèche à l'école, il y a forcément un saut dans le vide, et il y a une espèce de transition qui est difficile je pense un peu pour tous les enfants. C'est comme si, vous voyez, on passait d'une toute petite PME de 10 salariés d'un coup à une grosse tour de la défense. Déjà, y a pas de... C'est compliqué parce que du coup, on perd l'individualité, on arrive dans un collectif énorme, donc avec beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de conflits, ça c'est tout à fait normal. Donc la transition peut être plus facile pour certains et un peu plus dure pour d'autres. Ça dépend aussi de leur tempérament de base. Si vous avez un enfant avec un cerveau hyper réactif, avec un tempérament très réactif, peut-être que pour lui, ce sera peut-être un peu plus difficile, et pour un enfant qui est plus cool naturellement, ce sera peut-être plus facile. Donc ça dépend aussi de l'enfant. Et aussi, un dernier point, j'ai pensé. Donc ça va forcément déstabiliser l'enfant, mais aussi, plus le parent va sentir son enfant cool à l'école, et plus il va lâcher prise aussi, et plus la transition se passera bien. Donc il faut aussi observer l'enfant et voir comment ça se passe à l'école concrètement. Et tu vois, quand elle dit préserver un maximum de bienveillance alors qu'on n'a plus un œil sur son quotidien, c'est reprendre la question que tu disais tout à l'heure. Il y a un moment, on peut plus. Il y a un moment, on peut plus. Il y a un moment, il faut faire le deuil de savoir toute la journée de l'enfant. Et c'est vrai que c'est marrant parce que souvent les parents disent ça quand ils passent de la crèche ou de la SMAT à l'école. Ils disent voilà, les transmissions elles sont pauvres, on sait pas ce qu'il a mangé, on sait même pas s'il a pleuré des fois. Et c'est vrai qu'en petite enfance on est très cosy avec les transmissions, on est très qualitatif. À l'école c'est fini quoi. Il faut faire vraiment le deuil des transmissions détaillées. On sait plus grand chose. Et en fait, juste là, c'est dommage en fait. Il faudrait que l'école s'adapte et fasse des meilleures transmissions, mais c'est pas du tout la culture locale. Non, mais on est d'accord, c'est un défaut d'institution. Ça, c'est un défaut d'institution, effectivement. Ouais. Après, il y a beaucoup plus d'enfants aussi, donc qui peut faire les transmissions pour chaque enfant, je sais pas. Mais oui, on devrait tendre quand même vers plus de qualitatif et plus d'individualité, ça c'est clair. Ok. Ouais, idéalement. C'est pas parce qu'on est passé à 3 ans et à l'école que d'un coup... On a écran c'est plus simple pour l'enfant, c'est pas vrai. Non, pas du tout, il reste tout petit. C'est vrai que c'est marrant parce que 2 mois avant, on pense qu'il est tout petit, tout bébé, il est en crèche, et 2 mois plus tard, on pense qu'il est grand, limite lycéen. Non, ça reste le même petit en fait. Ils sont tout petits en début de vie encore. Et alors juste dans la question, elle dit comment le préparer à l'école ? Alors, comment préparer à l'école ? Alors, en fait, il n'y a pas de préparation spécifique. Alors, sauf dans le cas d'un enfant un peu timide, on le verra tout à l'heure parce que j'ai sélectionné une question sur l'enfant un peu timide. Là, c'est quelque chose, absolument, on peut préparer l'enfant. Mais dans le cas d'un enfant qui a été confié naturellement, qui a déjà vu des grands-parents, des nounous, etc., et qui n'a pas forcément un tempérament hyper réactif ou très inhibé, on n'a rien à faire de spécifique, la transition se fera naturellement, en fait. On lui en parle, mais oui, pas trop à l'avance non plus, vous voyez, pas 2-3 mois à l'avance, quoi, parce que l'enfant a une temporalité qui est tellement pas encore construite, le pauvre, que pour lui, tout de suite, demain, c'est tout de suite, et dans 1 heure, c'est tout de suite, et dans 3 mois, c'est tout de suite aussi. Donc du coup, on n'en parle pas trop souvent, pas trop longtemps à l'avance, c'est peut-être 1 mois ou 2, on commence à lire des livres, mais il n'y a pas vraiment de préparation à faire pour un enfant qui est tranquille, qui est bien dans ses baskets. Surtout s'il suit les autres enfants qu'il a eu à la crèche et qui vont aller à la même école. Voilà. Bon, là, c'est le sous-bénéf, mais ça arrive pas souvent. Non, c'est vrai. Ce qui est dommage d'ailleurs, ouais. Alors, question 7. On doit mettre notre bébé à la crèche pour ses 9 mois. On a peur de le perturber à cause de la peur de l'abandon. On rappelle, les 9 mois, c'est soi-disant une période où le bébé aurait peur de l'abandon, de la séparation. On en a déjà parlé dans un épisode, donc tu vas pouvoir nous rappeler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça qu'on a déjà parlé. Oui. C'est vrai, c'est mon dada. Oui, je sais, j'en sais. C'est pour ça que j'ai dit « serait ». Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que, faisons, parce qu'il y a beaucoup de... J'ai pris cette question parce qu'il y a beaucoup de familles qui s'interrogent sur l'accueil de leur enfant, et ils se disent « Ah là là, mince, il a 8 mois, 9 mois, cata ».
ça va être l'horreur, il va pas s'adapter. Donc du coup, il stresse tellement que je pense que ça fait stresser tout le monde. Et d'ailleurs, même les pros, des fois, stressent parce que l'enfant a 8-9 mois qui se disent qu'il est en pleine angoisse de séparation. Donc du coup, ça va être la cata. Et en fait, non. Alors, pour rassurer tout le monde qui nous écoute et qui a un enfant qui projette de confier son enfant à 8-9 mois, il n'y a pas de souci, hein, c'est tout à fait jouable, parce que la fameuse angoisse du 8e mois dont on parle beaucoup, encore aujourd'hui dans les médias et même dans les facs de psycho et dans les facs de médecine, c'est une angoisse qui a pas été mise à jour en fait avec la culture scientifique et en fait qui n'a pas vraiment lieu d'être. Avant on pensait que l'enfant vers 8 mois prenait conscience que son corps était différent du corps de l'interlocuteur. Donc on disait, ah mince, 8 mois, c'est embêtant, ça fait une sacrée angoisse. Je récapitule, hein, je résume, mais c'est un peu l'idée. Maintenant, on sait en fait que dès la naissance, l'enfant distingue ce qui relève de son corps de ce qui relève du corps de l'autre. On appelle ça la connaissance implicite du corps de l'autre. Il y a beaucoup d'études qui portent sur la question. Et pour la petite anecdote, parce que vous devez dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à une conclusion pareille? C'est vrai. C'est ça que les nouveau-nés, on n'en parle pas beaucoup dans le grand public, mais on travaille beaucoup sur eux. En fait, c'est l'expérience qu'on appelle du double toucher ou du toucher double. On prend un nouveau-né à la maternité et en fait on va faire un paradigme expérimental, on va tester sa connaissance implicite de son corps et du corps de l'autre. C'est-à-dire concrètement, on va prendre sa petite main, on va toucher le visage de l'enfant avec sa propre main et on va observer ce qui se passe. Et à contrario, on va toucher directement avec notre main la joue de l'enfant et on va regarder ce qui se passe. Quand on touche la joue de l'enfant, on sait qu'il y a un réflexe de fouissement qui apparaît, et avec un réflexe de début de succion. Enfin, l'enfant, il croit qu'il y a quelque chose qui va être tété, donc il tourne la tête et il commence à faire sa petite bouche de poisson. On la connaît bien, cette bouche de poisson, c'est tout toi qui allaites, tu la connais bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est une auto-stimulation, donc quand c'est l'enfant qui touche lui-même sa joue avec sa propre main, de par notre contact à nous, on n'observe pas ce réflexe-là. Il y a beaucoup moins de réflexes de fouissement, ce qui montre que le cerveau détecte en fait cette différence entre le corps de soi et le corps de l'autre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a commencé à contredire un peu cette théorie-là. Et la deuxième grande raison, c'est qu'avant on pensait que l'enfant allait acquérir la permanence de l'objet vers l'âge de 8-9 mois. C'est-à-dire que quand l'objet n'est plus dans son champ de vision, il sait qu'il continue d'exister, donc il peut aussi ne pas revenir. Maintenant on sait effectivement que depuis les années 80-90, on sait que dès l'âge de 4-5 mois, l'enfant fait bien la différence. Et d'ailleurs maintenant on tend vers une connaissance de cet objet-là dès la naissance aussi. Donc voilà, plein de raisons, cette théorie elle est plus mise au goût du jour. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement vers 6-9 mois, il y a quand même quelque chose qui se passe, hein. On remarque que les enfants sont un peu différents, leur vie sociale évolue énormément, pas mal de compétences qui arrivent, et surtout, il va commencer à cet âge-là en fait à hiérarchiser ses figures d'attachement. C'est-à-dire qu'il va commencer à plus sourire, je sais pas, à sa maman qu'au livreur Amazon, il va j'espère que c'est dans ce sens-là, et tu vas comprendre en fait qu'il y a des personnes en qui il a plus confiance et d'autres personnes qui connaît moins. Donc il fera moins confiance aux gens aussi naturellement. Il y aura peut-être un peu plus de temps pour acquérir sa confiance, mais ça va se faire aussi naturellement. Donc 8-9 mois, c'est pas un âge frein du tout hein, pour la collectivité ou pour le mode d'accueil en général. Rassurons-nous, tout se passe bien. Il faut faire en fait la même chose que si c'était à 4 mois, à 1 an. Bah ouais, complètement. Parler, on s'adapte à l'enfant. Verbaliser, voilà. Il n'y a pas de vraie angoisse qui tombe sur l'enfant 8 mois. Ouais, complètement. Et c'est marrant ce que tu dis parce que moi qui ai un bébé de 4 mois, je vois que des fois, elle a peur de certaines personnes qu'elle voit pas souvent. Et avec nous, jamais. Donc, elle a que 4 mois, mais elle fait quand même déjà le distinguo des gens avec qui elle est habituée et à qui elle n'est pas habituée. C'est très progressif, en fait. Ouais. Effectivement, c'est vers l'âge de 3-4 mois, on commence à faire le distinguo, mais vers l'âge de 6-9 mois, c'est beaucoup plus franc. Okay. Donc là, on peut réagir plus difficilement. Donc, c'est plus flippant pour les parents, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis pour les professionnels aussi. Oui. C'est toujours dans les deux sens. Hein. Si vous flippez, le professionnel flippe aussi des fois en face. Pas toujours, mais des fois. Ok, non, c'est intéressant. Alors, question 8. Quelle question clé poser à maîtresse dès le départ pour cerner ses principes éducationnels? C'est très intéressant, c'est vrai. Il y a des choses à dire. Ouais. Alors d'ailleurs, en plus c'est intéressant parce que c'est des questions qu'on peut poser aussi à la crèche et aussi à la SMAT pour mieux cerner en fait ses valeurs éducatives ou pédagogiques, ça dépend comment on voit les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est de poser la question déjà sur l'accompagnement des émotions. Par exemple, comment réagissez-vous quand un enfant se met à pleurer ?
Quand il se met en colère aussi, est-ce qu'on risque d'être puni? Est-ce qu'on le punit pas? Comment vous faites pour gérer la colère? Vous laissez faire sa colère tout seul dans son coin, vous l'accompagnez, vous le touchez, vous parlez, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça, c'est intéressant parce que là, il y a une grande variabilité en termes de pratique pour la réponse à la colère et ça nous dit long sur la pratique éducative de la personne en face. On peut aussi poser des questions sur les activités. Quel type d'activités sont proposées la journée? Est-ce que ces activités-là, elles sont obligatoires? Est-ce que l'enfant est obligé de les faire? Et s'il veut pas les faire, comment vous réagissez aussi? Est-ce que vous obligez l'enfant à le faire? Ce qui est peut-être plus le cas à la maternelle. Alors en crèche, on espère que l'enfant sera pas obligé, mais qu'il pourra toujours déambuler dans l'espace pour faire sa petite vie. Et aussi le temps des câlins, est-ce qu'il y a des câlins qui se font aux enfants? S'il a besoin de câlins, comment on fait? Est-ce qu'on prend dans les bras? On prend pas dans les bras? Etc. Parce qu'il y a, notamment dans le Covid, la question des câlins est ultra importante parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant soit privé de câlins toute la journée s'il en a besoin. Alors, ce serait un peu bizarre. Alors, on peut aussi poser des questions sur les types de jeux qui sont à disposition des enfants, que ce soit donc à la crèche, chez la SMAT ou à l'école. Est-ce que c'est des jouets plus électroniques? Est-ce que c'est des livres électroniques? Est-ce que c'est des livres naturels? Est-ce que c'est des jouets en bois, etc., etc. Et est-ce qu'on favorise l'exploration libre de l'enfant? Genre, il peut manipuler comme il veut. Ou est-ce que c'est une exploration qui est plus dirigée par l'adulte selon l'usage du jeu? Enfin, que les enfants aiment bien détourner les objets. Ça, on a bien remarqué, c'est bien pénible des fois aussi. Est-ce que l'instit laisse faire les enfants un peu comme ils le sentent, ou est-ce qu'elle les réoriente toujours vers l'usage premier du jeu? Et aussi, au niveau du conflit, c'est vachement important, parce que comment l'instit ou la professionnelle réagit quand il y a un conflit? Est-ce qu'elle sépare les enfants? Est-ce qu'elle se met à leur hauteur? Est-ce que concrètement, elle va dire qu'il y a une victime, un agresseur? Enfin, dans quelle dynamique elle est pour la gestion aussi, l'accompagnement des conflits? Et aussi au niveau du repas, qui est important. Si l'enfant ne veut pas manger, s'il ne veut pas goûter son plat, est-ce qu'il est forcé à goûter son plat? Et ça, dans les écoles, malheureusement, on rencontre beaucoup d'enfants qui sont forcés à goûter, alors que normalement ils devraient être forcés de rien du tout. Et s'ils mangent pas leur plat, est-ce qu'ils peuvent quand même avoir le dessert, ou est-ce que ça s'arrête là? Donc voilà. Donc il y a beaucoup de points abordés en termes de sensibilité, qui d'ailleurs qui est pas propre à une école, mais qui est propre à chaque être humain en fait qu'on a en face de soi, quoi. Et concrètement, on fait quoi quand tout ce que la maîtresse ou le maître dit ne va pas du tout? On déménage. Non, comment on fait? Bah là, c'est comme tout à l'heure, en fait, ce qu'on disait, c'est qu'au bout d'un moment, soit on lâche prise et on se dit, on accompagne notre enfant à la maison, on explique que nous, pour telle raison, on fait pas ce choix éducatif-là. Soit si c'est vraiment trop vraiment contre notre éducation, moi, en tant que maman, je changerais de lieu. C'est sûr, ouais. Et si y a une répercussion sur l'enfant, si l'enfant il se sent vraiment pas bien, parce qu'on peut lâcher prise sur ses principes et dire bon ben voilà, oui. S'il est heureux c'est pas grave, mais oui. Si là il est malheureux avec tout ça, comment? Là c'est une question à 1 million, quoi, c'est le joker. Après, est-ce qu'on peut parler avec l'instit? Mais si elle est autoritariste, elle va pas forcément être à l'écoute humainement de ce que vous pouvez lui raconter. C'est compliqué, ça dépend tellement de l'être humain qu'on a en face de soi. C'est vrai que je pense que communiquer, c'est déjà pas mal. Passer par les parents d'élèves aussi, essayer de parler entre parents d'élèves. Mais après, il y a une limite, en fait. Au bout d'un moment, si c'est vraiment trop incompatible et si l'enfant souffre en plus, je sais pas. Là, c'est mon joker, quoi. Aller dans le privé. Faut changer, quoi. Changer d'école, mais bon, c'est sectorisé aussi, quoi. Enfin, tu vois, on est coincé, quoi. Oui, c'est plus facile de changer de crèche ou d'assistant maternel carrément. Que d'école. Oh là là, voilà. Carrément, ouais. Ah, mais c'est dur. Ah oui, et d'ailleurs, là, c'était moi qui ai posé cette question, mais c'est violent l'école pour les enfants? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est source de stress énormément parce qu'il y a beaucoup de stimulation, ils doivent prendre sur en permanence et que le cadre n'est pas forcément adapté à leurs besoins et à leur fonctionnement. Mais c'est pas. Je pense que c'est violent pour nous en tant que parents quand on met notre enfant à l'école, et ça, vraiment, je l'ai vraiment vécu. Je flippais tellement, beaucoup plus que ma fille d'ailleurs. Mais non, les enfants s'adaptent très bien. Globalement, ça se passe bien pour la grande majorité des enfants. Ok. Ouais. Qu'on se le dise, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est pour ça que même à la crèche, ça se passe bien. Même si des fois les crèches sont pas forcément, je trouve bien traitantes. Les enfants, ils sont cool. Ouais. Tu vois. Alors, question 9. Comment préparer au mieux son enfant à la rentrée en petite section quand il est très timide et qu'il a peur des inconnus? Oui, parce que là, alors, j'ai pris la question parce qu'en fait, effectivement, tout à l'heure, on parlait d'un enfant qui avait été confié plusieurs fois, donc qui avait fait une nounou, donc qui n'était pas forcément besoin d'être préparé. Mais pour un petit enfant, un petit chou qui est timide ou qui a une anxiété sociale ou qui a une problématique, avec les inconnus, là, c'est pas mal de travailler en amont, effectivement. Et là, il y a un peu de boulot pour le parent, pour que ça se passe bien pour le parent et aussi pour l'enfant, enfin pour les deux, généralement.
Bon déjà, de manière générale, pour les enfants un peu timides ou un peu introvertis, mais on sent que ça impacte leur bien-être émotionnel, il faut ce qu'on appelle les désensibiliser. C'est une approche thérapeutique de la thérapie comportementale et cognitive, comme pour une phobie des araignées par exemple. Pour un adulte, je sais pas, qui doit travailler avec les araignées, on va désensibiliser l'enfant pour qu'il ait de moins en moins peur avec les inconnus. Et pour ça, on va le sortir de sa zone de confort. On va le secouer un peu, enfin secouer, attention, parce que c'est pas secouer le bébé, on va secouer l'enfant dans le sens où on va le sortir de sa zone de confort et on va le faire fréquenter un maximum de personnes inconnues dans des dispositions qui soient agréables pour lui, pour qu'il n'associe plus la personne inconnue à une situation désagréable. C'est ça en fait, que plus l'enfant, on a tendance, nous en tant que parents d'enfants un peu timides, un peu introvertis, on se dit voilà, les inconnus ça le met mal à l'aise, donc hop, je vais faire une petite bulle autour de lui, je vais le faire fréquenter un minimum d'inconnus pour qu'il soit bien. Mais ce qui fait que dans la tête de l'enfant, c'est qu'il va se dire là, mais les inconnus, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. J'en fréquente peu, j'ai moins peur, donc j'en fréquente encore moins. Et donc c'est un cercle vicieux sans fin. Donc avant la maternelle, effectivement, il y a quand même un boulot à faire là, de désensibilisation de l'enfant pour qu'il ait un contact agréable des inconnus. Il faut se faire accompagner quand on fait ça. Non, pas forcément. Okay. Non, après c'est du bon sens. Après on peut se faire accompagner aussi. Mais les meilleurs thérapeutes, c'est vraiment les parents dans ces cas-là. Si jeune âge, en plus, c'est en fait, c'est concrètement, c'est emmener l'enfant au parc, emmener l'enfant chez des amis, encourager l'enfant à parler avec la boulangère, avec la caissière au supermarché, avec n'importe qui en fait. Et vraiment au maximum pour que l'enfant en fait ait une vision beaucoup moins négative de l'inconnu. Bon là je mets juste un petit bol, c'est que la situation actuelle aide pas quand même. Non, pas du tout. Effectivement, ouais, t'as raison. Effectivement, j'ai même pas pensé Covid, bah oui. Le confinement fait qu'on a refermé une bulle sur l'enfant naturellement, d'autant plus. Oui, quoi. Puis on fait peur aux enfants sur l'étrange. Enfin, le discours ambiant, c'est on touche pas les autres, on n'est pas en contact avec les autres, donc ça renforce ce qu'il peut penser. Ah ouais, complètement. Okay. Ah mais oui, complètement, effectivement. Après là, c'est pas la qualité de faire un câlin, mais c'est au moins l'idée de communiquer. Après, je parle de ça parce qu'en fait, j'ai une petite fille moi qui avait une anxiété sociale très importante, qui a fait du mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'il parlait pas du tout en dehors de la maison. Et du coup, on a fait vraiment un gros travail de sensibilisation et ça marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'un enfant timide n'est pas timide toute sa vie, forcément. C'est-à-dire que si vraiment il est timide et que ça lui met vraiment mal à l'aise et on sent que ça le fait souffrir, on peut vraiment, à cet âge-là, c'est très rapide, en 3-4 semaines, faire évoluer sa personnalité juste en le fréquentant beaucoup de personnes différentes. Okay. Et ça marche bien. Et vraiment, la maternelle, c'est ce qui est conseillé pour ces enfants-là, pour qu'ils vivent mieux. D'accord. Non, mais du coup, je pense qu'il faut qu'on prenne en considération qu'il y a aussi le Covid et que peut-être pour ces enfants-là, en ce moment, et vu la rentrée qui arrive, c'est sans doute peut-être plus amplifié, qu'il faut faire encore plus attention, ou même aux mots qu'on emploie sur l'extérieur. Ah, c'est vrai, t'as raison. Parce que c'est vrai que même nous, pour les adultes, ça commence à être un peu lourd et angoissant le contexte. C'est vrai que ça n'arrange rien du tout la situation, ouais, c'est vrai. Pour ces enfants-là, en tout cas. Oui, même pour les enfants tout venant, enfin, je veux dire, tout le monde, c'est vrai que c'est déjà là, c'est anxieux, en fait, enfin, l'autre est anxiogène, mais en plus, pour les enfants timides, les pauvres, ça les aide pas, en fait, à s'ouvrir, complètement. Ok. Ouais. Alors, dernière question, qui, je vais être honnête, c'est la mienne. Mais je pense qu'elle peut concerner d'autres gens. Oh oui, je pense. Donc, bonjour, ma fille de 3 ans... Tu vois, je t'ai dit bonjour. Répète... C'est gentil. Répète régulièrement qu'elle ne veut pas aller à l'école. Oui, on a ça tous les jours. Alors, elle avait 2 maîtresses au départ. Une a démissionné en cours d'année, ce qui l'a beaucoup perturbée. Elle en parle très souvent. Nous sommes aussi dans une configuration où nous restons à la maison, son papa et moi, pour travailler et que sa petite sœur est avec nous, alors qu'elle va à l'école. Est-ce que ça peut jouer ? Alors c'est vrai que c'est une question intéressante, tu viens de la poser, parce que je pense qu'elle concerne facilement au moins 40% des familles tous les matins où leur enfant me dit « je veux pas aller à l'école », c'est extrêmement fréquent. Donc déjà c'est un cas classique. Et en fait, on l'observe cette situation, c'est tellement classique, quelles que soient en fait les modalités, tu vois, qu'il y ait télétravail ou pas, qu'il y ait changement de maîtresse ou pas, c'est tellement fréquent que c'est toutes modalités confondues. Donc, tu vois, te prends pas la tête avec ce télétravail. C'est souvent ce qu'on dit. On dit, ouais, l'enfant, il sait qu'il est à la maison, donc du coup, t'es disponible, tu pourras le garder. En fait, dans tous les cas, c'est compliqué pour tellement d'enfants qu'on peut pas juste résumer ça à une modalité, tu vois. C'est bien de pas culpabiliser pour ça, en fait. D'ailleurs, juste avant de parler de la situation et des outils que j'ai à disposition, j'avais connu justement le cas d'une petite fille qui pleurait à chaudes larmes vraiment tous les matins avant d'aller à l'école. Elle pleurait beaucoup, mais à l'école, ça se passait plutôt bien. Et souvent, c'est le cas aussi. C'est bien de cibler en fait l'origine de la problématique. Est-ce que c'est le matin, il pleure pour pas aller à l'école et la journée, il pleure aussi pour rentrer à la maison ? Ou est-ce que l'enfant, il pleure juste le matin pour pas aller à l'école, la transition est compliquée et après, ça se passe bien la journée ?
Genre on récupère, il est tout sourire. Généralement, c'est le cas de beaucoup de familles. Donc toi, tu m'avais dit justement ta fille, c'était... Non, l'école, ça se passe bien. Ouais, c'est quoi, ça se passe bien, ouais. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est la transition, comme tu dis. C'est la transition qui nous embête pas mal. Ouais. Donc effectivement, donc déjà, alors si c'est votre cas, qui nous écoutez, c'est la transition qui est compliquée. Faut savoir que chez le tout petit, la transition est généralement assez compliquée pour tout. Alors on prenait tout à l'heure, Clémentine avant le podcast, on parlait du bain, enfin c'est un exemple typique, mais les enfants, enfin ma fille c'est pareil, elle a 4 ans, elle hurle pour pas aller dans le bain, et quand elle est dans le bain, elle hurle pour pas en sortir. Enfin les enfants sont comme ça. Ils sont magnifiques. On les adore. La transition est vraiment compliquée, et du coup c'est cette transition-là qu'il va falloir bosser. C'est pas forcément le rapport à l'école qu'il faut travailler, c'est vraiment la transition qu'il faut travailler avec l'enfant. Et notamment, alors c'est une première piste, c'est ce que je fais aussi avec ma fille, quand elle dit je veux pas aller à l'école en pleurant le matin, parce que ça arrive assez régulièrement aussi, je lui fais prendre conscience à ce que c'est le fait de sortir de la maison, d'aller dehors et d'aller jusqu'à l'école qui l'embête, ou est-ce que c'est le fait d'être à l'école. Et déjà, parlez à votre enfant à 3-4 ans, ils commencent à faire cette distinction-là, on peut commencer déjà à leur faire travailler la question de est-ce que c'est aller à l'école ou est-ce que c'est le fait d'être à l'école qui est compliqué. Et cette différence-là est énorme à prendre en considération. Et des fois, c'est juste le fait de sortir de la maison, parce qu'une fois quand ils sont dans la rue, ça se passe beaucoup mieux aussi. Je sais pas si t'as remarqué, le fait de sortir, de mettre le sac à dos, là, quitter ses jouets, quitter son confort, quitter ses parents, quitter son chien, je sais pas, et aller dehors, dans le froid ou dehors, ça peut être compliqué pour eux. Donc c'est vraiment la transition. Et donc après, pour faciliter au maximum cette transition-là, pendant un temps limité, parce que c'est pas tout le temps, on peut mettre en place, ce qui marche vraiment très 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 bien, un programme de renforcement positif avec l'enfant. Ce que j'avais fait avec la petite fille en question qui pleurait beaucoup pour pas aller à l'école, et maintenant ça se passe vraiment bien. En fait, c'est ce qu'on va être, on va essayer de motiver l'enfant avec des renforçateurs. C'est ce qu'on utilise avec les enfants qui ont un TSA, les enfants autistes, les enfants qui ont un TDAH, les enfants hyperactifs, mais en fait ça marche avec tous les enfants, et ça marche extrêmement bien parce que ça va venir renforcer un comportement positif et le faire intégrer dans le répertoire comportemental de l'enfant. C'est-à-dire que concrètement, on demande à l'enfant qu'est-ce qui pourrait le motiver pour aller à l'école. Et en fait, on va, je sais pas, y a des enfants, cette petite fille par exemple, elle adorait les petites poupées, je sais plus comment ça s'appelait, c'est des poupées qui étaient spécifiques, et donc sa maman disait voilà, si t'arrives à l'école ce matin, dis-toi bien que ce soir, pour t'encourager, tu auras une petite poupée géniale que tu adores. La petite fille, comme la motivation est plus forte que l'émotion du moment, elle arrivait en fait à l'école en gardant à l'esprit cet événement positif. Et donc du coup, elle arrivait à l'école sans pleurer. Et au début, c'était tous les jours, fallait une poupée, parce que c'était difficile pour elle. Et au bout d'un moment, c'était une poupée tous les 4 jours. Et au bout d'un moment, c'est une poupée toutes les 2 semaines. Et après, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de poupée, parce qu'en fait, finalement, ce fait d'aller à l'école dans la joie et la bonne humeur était intégré à son répertoire comportemental. Du coup, elle avait baissé l'émotion désagréable associée. Et c'est renforcement positif, on l'utilise pour tout généralement. Et c'est la thérapie comportementale de base, en fait. Mais ça sert extrêmement bien pour renforcer des comportements qu'on attendrait chez l'enfant qui peuvent être mis à mal par une forme d'émotion ou un manque de motivation, tout simplement. Et c'est différent d'une récompense, là. C'est différent c'est vrai que souvent c'est la nuance, en fait. Ouais. C'est pas une récompense, en fait, c'est la motivation. On va renforcer l'événement positif. Mais à l'inverse, si l'enfant, par exemple, il pleure ce matin-là, le mardi en question, parce qu'il veut pas aller à l'école et vraiment il pleure, c'est-à-dire que l'émotion est plus forte que la motivation, dans ce cas-là, on va pas le punir, tu vois, on va pas le dire ah là, t'auras pas de poupée. Effectivement, on va juste pas apporter l'événement, le renforçateur, mais on va l'encourager, on va dire c'est pas grave, demain tu vas y arriver, je suis avec toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas réussir à aller à l'école tranquillement, de manière sereine. Donc c'est pas de la punition-récompense, c'est vraiment du renforcement positif de comportement. C'est basé sur la psychologie positive. D'accord. Et ça marche vraiment bien, mais pour tout, vraiment pour tout. Et c'est très efficace, et en plus ça motive l'enfant. C'est comme aller travailler. Enfin, nous on a des métiers qui sont assez passionnants, mais n'empêche que les personnes qui ont du mal à aller bosser, le fait d'être rémunéré, c'est une motivation pour eux, qui des fois leur donne aussi la motivation d'aller travailler, et leur donne du plaisir d'aller travailler. Donc c'est aussi lié à la motivation. Donc à stimuler le système dopaminergique de l'enfant et l'hormone de motivation pour qu'il ait envie d'aller à l'école de manière plus sereine. C'est vrai que moi, des fois, je lui dis, tu sais, le lundi, même les adultes, c'est difficile pour eux d'aller au travail parce qu'ils ont passé le week-end à la maison avec la famille, et même pour les grands, c'est dur. Et à chaque fois, elle me dit, ah bon? Oui. Bah ouais, c'est vrai, non mais oui. Même les adultes, c'est dur. Bah oui, c'est vrai. Et sur les gens, on n'avait aucun salaire du tout. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, au bout d'un moment, beaucoup de gens n'iraient plus travailler, en fait. C'est vrai. J'ai une dernière question, je ne sais pas si on pourra peut-être l'enlever sinon, mais il y avait une question qui est revenue sur les déménagements. Ah oui, c'est vrai, oui. Comment on gère un déménagement ?
Bah en fait, c'est vraiment c'est vrai que j'ai pas retenu ces questions-là. En fait, c'est tellement parent dépendant. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai qu'on se fait une montagne de déménagement parce que nous, je pense en tant qu'adultes, on a tellement de trucs à gérer. Le changement d'EDF, enfin, c'est horrible le déménagement. On a la sécu à déménager et tout ça. On a tellement de choses à gérer que nous-mêmes, l'appréhende de manière plus en tant qu'adulte. Et on se dit que l'enfant, alors je sais pas, par automorphisme, il va aussi appréhender le déménagement. En fait, l'enfant, il est extrêmement cool du moment que les parents sont vraiment détendus et organisés. Il y a des déménagements qui se passent super bien parce que l'adulte n'est pas forcément en train de paniquer ou pas, et c'est juste le fait que voilà, et bah effectivement un jour, le mardi, on a l'environnement qu'on connaît bien avec des repères, le mercredi environnement complètement nouveau, aucun repère, ok, c'est pas grave, on va aller construire ces repères. Et on sait en fait qu'au bout de 3 stimulus, situations identiques, l'enfant s'attend à avoir une 4e situation identique. Donc au bout de 3-4 jours en gros où il voit les mêmes repères, les mêmes jardins, le même parc, la même maison, la même chambre, bah, très rapidement son cerveau va se mettre dans l'idée qu'il va vers la même chose les jours suivants. Et l'enfant est plus flexible que nous, il est plus adaptatif comme on disait tout à l'heure, et donc du coup, généralement, il s'y fait naturellement plus, mais à condition que l'adulte soit détendu avec cette question-là. Et par rapport à l'école? Alors ça dépend, il y a changement d'école du coup. Bah c'est ça, c'était à chaque fois la question, c'était déménagement avec changement d'école. Changement d'école et déménagement. Alors pour changement d'école, mais c'est pareil en fait. Dans tous les cas, ça revient même. C'est comme quand l'enfant passe de la crèche à l'école, ou d'une asthmate à une autre asthmate, parce que ça se passe pas bien. Ces changements-là, ils font partie de la vie de l'enfant, et du moment qu'il y a toujours ce tronc commun de la famille qui est là, le cercle familial, lui, change pas. Sauf si en plus il y a un divorce, tu vas me dire, là, ça fait beaucoup. Non, c'est vrai qu'il peut y avoir un divorce associé au déménagement. Oui, c'est vrai. Mais du moment qu'il y a, à la base, il y a un tronc commun de l'enfant qui bouge pas avec un minimum de repères qui restent stables dans l'environnement, si le reste de l'environnement bouge, ça peut être une transition qui peut être inconfortable. Et encore, vraiment, tout dépend de comment les parents vivent la chose, mais c'est pas du tout insurmontable, pas autant que nous, parents, on se l'imagine. Parce que pour nous, c'est insurmontable, ça c'est clair, mais pour les enfants, beaucoup moins. Ils vivent beaucoup plus dans l'instant présent, donc ils ont beaucoup plus de facilité à passer aussi, des fois, d'une maison à une autre, tout simplement. C'est plus, je pense, parce que quand ils ont les copains, les copines, nous, en tant que parents, on se dit, mince, on les arrache à cette amitié qu'ils ont créée. Peut-être en oubliant qu'ils ont la capacité d'en créer d'autres. Bah oui, complètement, absolument. Après, c'est plus compliqué quand les âges sont plus avancés. Enfin, je pense effectivement vers 6-7 ans, quand les amitiés se créent vraiment de manière... ils sont moins dans l'instant présent, ils sont plus dans la projection. Ouais, c'est pas les mêmes amitiés. Les relations sont beaucoup plus matures. Et là, c'est peut-être plus compliqué, effectivement, de déraciner un enfant, genre à 7 ans, pour le mettre dans une autre école, ça c'est sûr. Mais à l'âge de 3-4 ans, 5 ans, ils sont d'une telle flexibilité. Le moment présent, c'est beaucoup moins compliqué pour eux. Non, mais c'est intéressant de savoir faut leur faire confiance. Ouais, c'est une question d'âge aussi. Un impact. Plus on jeune, plus c'est facile en fait. Ok. De manière générale. Mais merci Louise. Bah, avec plaisir. À très vite, on refera... On a un épisode bientôt qui va sortir. Oui, effectivement. À plus tard. Salut Louise. Salut. C'était Héloïse Junier, psychologue clinicienne. Vous venez d'écouter le 10e hors-série de la matrescence. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou autour de vous si vous l'avez aimé. Prenez soin de vous.